Bonjour, chers spectateurs, chers futurs élèves, chers anciens élèves. Nous allons aujourd'hui analyser une vidéo que je trouve assez intéressante puisqu'elle permet de montrer beaucoup de stéréotypes à propos de ce qu'est l'exercice philosophique et notamment l'exercice philosophique enseigné en lycée. Et je pense que c'est assez intéressant de vous montrer que écoutez le premier demi-habile diplômé sur Internet qui commence un peu à s'éveiller à la pensée intellectuelle, mais qui n'a pas encore développé une maturité philosophique, euh, peut donner des arguments faux et péremptoires qui pourront illusionner euh, toute une communauté apparemment, vu le nombre de personnes que suivent ce vidéaste. Bon bah je vais commencer le lancement de la vidéo. Répéter la philo scolaire est un poison, oui. Ok, nouvelle take. 90% des takes performatives, insupportables, name-droppantes, désastreuses de la gauche internet, le problème vient de la façon dont le français et la philo sont enseignés à l'école dans l'éducation nationale française. Parce qu'en philo, je suis en train juste de répéter la take de BPT, comme 95% des takes sur ce stream. Le but, c'est pas d'écrire des trucs cohérents. Quand tu fais une disserte de philo en France, au lycée, le but, c'est pas d'écrire un truc cohérent. Le but, c'est pas de bien argumenter, de pas faire de sophisme, de baser tes points de vue sur des faits empiriques ou sur des études ou sur des choses plutôt vérifiables. Le but, c'est de name drop des auteurs. Ça veut dire, t'as un sujet. Déjà, il y a l'organisation en thèse, antithèse, synthèse qui est une catastrophe. C'est désastreux, c'est un poison mental qui infuse dans l'entièreté de la société ce truc de thèse, antithèse, synthèse. Et deuxièmement, tes thèses, antithèse, synthèse se basent sur quoi? Ils se basent sur qu'est-ce qu'on dit des vieux mâles blancs, incels, qui sortaient pas de chez eux, d'il y a 300 ans, qu'est-ce que eux ils pensent? Donc, ce vidéaste commence par vous expliquer que l'enseignement en philosophie ne vous enseigne pas à argumenter sérieusement, pour juste après proposer un sophisme qui s'appelle le sophisme de l'empoisonnement du puits. C'est-à-dire que plutôt que de traiter ce que pensent les auteurs étudiés, il propose que ces opinions seraient d'emblée fausses de par l'origine de ceux qui produisent cette opinion, c'est-à-dire les philosophes auxquels on adosse un certain nombre de stéréotypes qui sont pour une grande partie fausses, qui par exemple, ne prend pas en compte les voyages effectués par Platon ou même les voyages de Nietzsche en France. Donc, à la fois, vous avez eu un stratagème rhétorique qui repose sur la dévaluation du propos, non à partir du propos en lui-même, mais à partir de une origine malsaine présupposée de l'auteur. Ça s'appelle un sophisme de l'empoisonnement du puits. Heureusement que tu as appris par tes propres moyens à argumenter. Je me demande qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas appris comment déceler les sophismes. Et en fait, on voit que ce jeune homme plonge la tête la première. Ce sophisme est appuyé sur une image d'Épinal qui est factuellement fausse et qui est basée en grande partie sur l'ad hominem, d'où l'emploi du terme incel.
Là, je pense que vous pouvez n'importe qui a réfléchi un petit peu et qui est préparé au, euh, au raisonnement rhétorique, en fait, voit les raisonnements fallacieux que propose ce personnage. Euh, vous, En fait, ici, il y a un problème, c'est que ici, cet euh, auteur, ce vidéaste, se donne le vernis et l'apparence de quelqu'un qui promeut la rationalité, mais au final, sa défense de la rationalité n'est purement qu'esthétique et n'est pas du tout présente en acte. Tu dois dire, Spinoza pensait ça. Par contre, Hegel, lui, il pensait ça. Le désir, selon Kant, c'est ceci, cela. Jamais le but, c'est de présenter ton propre point de vue, tes arguments. Ici, l'un des problèmes de notre vidéaste est sa candeur. C'est qu'en fait, il pense que l'avis de quelqu'un qui commence à réfléchir sur un problème philosophique peut se passer d'une histoire et une conceptualisation proposée par ces auteurs des problèmes qu'il est en train d'essayer de régler. Mais je vais vous prendre une métaphore qui saura vous parler. Lorsque vous commencez à démarrer à essayer de bien jouer aux échecs. En fait, vous devez commencer à apprendre un certain nombre de coups basiques qui ont été documentés par des joueurs d'échecs pour pouvoir organiser de manière optimale une partie, en fait. Et là, ce vidéaste fait comme si vous pouvez penser un problème philosophique euh, sans, sans appui. Mais en fait, peut-être que vous pouvez vous débrouiller, mais en fait, vous allez bien souvent vous retrouver à inventer la roue ou si vous posez une critique contre un philosophe que vous maîtrisez assez mal, souvent vous vous retrouvez à devoir répondre à côté d'un élément auquel le philosophe a déjà répondu en fait. Et c'est là tout l'intérêt d'essayer d'analyser les auteurs par le biais d'extraits et de citations tels qu'on le propose en classe en philosophie. Bon bah je vais vous illustrer cet argument par un exemple. Là ici vous avez un extrait de Un prétendu droit de mentir par humanité d'Emmanuel Kant. En fait, bien souvent, lorsque les élèves entendent l'idée kantienne d'un interdit absolu moral de mentir, euh, en fait, tout d'abord, ils ne comprennent pas les fondements rationnels qui le poussent à porter cette théorie. Et de deux, ils pensent pouvoir répondre à, à cet argument en disant oui mais en fait s'il y a quelqu'un qui veut casser la figure à quelqu'un et que je dis la vérité en disant où il est si on me demande où se trouve la personne qui est visée par ces bandits, bah là je commets un acte immoral si je dis la vérité. Mais en fait, le truc c'est que Kant y a déjà pensé en fait.
Enfin, il y a un moment où il faut arrêter de se croire plus malin que tout le monde et essayer de reconnaître que la connaissance n'est pas ex nihilo et que vous avez peut-être quelque chose à apprendre d'auteurs qui sont utilisés même dans des domaines de recherche. Là, vous avez par exemple la réponse de Kant. Imaginons que vous avez un individu qu'on va appeler Chad. Chad est en train de poursuivre Célestin qui est en train de et va se faire casser la figure par Chad. Là, vous le cachez chez vous pendant un moment et Chad vient vous voir et vous demande où est Célestin. Et ben en fait, imaginons que vous êtes en train que vous désignez que Célestin soit parti à gauche, mais qu'en même temps Célestin a entendu Chad toquer à la porte et que il soit parti à gauche pendant que vous indiquez la direction à gauche alors que là actuellement votre Célestin n'a pas du tout conscience que vous êtes en train d'indiquer à votre insu la direction où il va. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et ben en fait, non seulement vous avez désigné où était Célestin à Chad qui va lui casser la figure, et de deux, vous avez violé la loi morale qui est de ne pas mentir. Et je vais vous montrer tout de suite après pourquoi Kant dit qu'il y a une loi morale qui interdit le mensonge. Bon, je vais vous lire cet extrait. Je cite: c'est que la véracité est un devoir qui doit être regardé comme la base de tous les devoirs fondés sur un contrat, et que si l'on admet la moindre exception dans la loi de ces devoirs, on la rend chancelante et inutile. En fait, là, Kant a une approche déontologique. C'est-à-dire que ici, la morale est abordée sous l'angle non des conséquences sensorielles sur les individus, mais bien sur les conséquences sensorielles qui sont imprévisibles et chancelantes comme il l'a démontré plus tôt, mais bien sur la notion de devoir. Et en fait, la notion de véracité est la base sur laquelle s'appuie tout devoir. Lorsque vous êtes en train de faire un contrat avec quelqu'un et que vous obéissez à votre devoir de répondre à ce contrat, en fait, vous avez comme point de départ l'idée que la personne est véridique lorsqu'elle promet de respecter les modalités du contrat. Donc, vous avez ici une argumentation fondationaliste qui vient appuyer l'idée du droit, du devoir absolu de ne pas mentir. Là, c'est ce type d'argumentation est spécifique d'un prétendu droit de mentir par l'humanité. Kant le formule autrement dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Donc là, dans cet extrait, j'ai repris la formule issue des fondements de la métaphysique des mœurs, qui est l'adage kantien le plus connu et qui est souvent utilisé pour illustrer le déontologisme kantien. Ici, la citation est celle-ci.
agis comme si la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle. Donc, en fait, là, l'interdit du mensonge se base sur une intuition morale assez commune, c'est que là, en fait, quand il n'est pas en train de vous dire il faut pas mentir de manière dogmatique, en fait. Il n'est pas juste en train d'asséner de manière péremptoire, il est interdit de mentir comme le ferait un curé. Mais en fait, c'est appuyé sur une certaine conception des modalités auxquelles doivent être soumis les règles morales. Ici, la maxime universelle est la condition pour qu'une loi soit morale. C'est-à-dire que là, ce qu'est en train de faire Kant, il est en train de vous dire non pas qu'est-ce qui est moral, mais à quelles conditions vous pouvez essayer de trouver comment tel ou tel énoncé est moral. Lorsqu'il dit agis comme si la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle. Mais qu'est-ce qui se passe si on érige le mensonge en loi universelle? En fait, le mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est dire le contraire du vrai avec l'intention de tromper. Et le fait de tromper quelqu'un repose sur le fait qu'on croit que ce quelqu'un croit qu'on est en train de dire le vrai. Lorsque je suis en train de mentir à mon professeur sur le devoir que j'ai pas fait, je dis, je sais pas, c'est mon chien qui a pissé dessus, ou alors je l'ai oublié chez moi. Je suis en train de, je pars du principe que mon professeur va croire que ce que je dis est vrai. Mais si on se retrouve à universaliser le mensonge, alors il n'y a plus de raison de mentir, puisqu'en fait, le mensonge repose sur son caractère exceptionnel qui va permettre son efficacité. Et en fait, cette épreuve de l'universalisation, c'est vraiment ce qui constitue l'interdiction du mensonge. Et là, bien souvent, en fait, les élèves ou les vidéastes demi-habiles se contentent de retenir la conclusion sans avoir écouté le processus. Et ça, c'est plus que un problème d'enseignement de la philosophie, c'est plus un problème des conditions matérielles dans lesquelles sont les élèves qui les poussent à vouloir retenir que la solution du problème et non pas le processus qui permet de donner telle ou telle solution. Mais en fait, ça, c'est parce que les élèves sont soumis à un nombre de matières absolument colossal, que lorsque vous êtes élève, vous avez un programme absolument immense que l'éducation nationale remplit toujours plus, mais donne de moins en moins d'heures aux professeurs et donc vous vous retrouvez à devoir mener la achèvrer le chou pour réviser. Et là, en fait, l'un des problèmes de ce vidéo, je pense, c'est que il est totalement omnubilé par son expérience d'élève qui est une expérience matériellement imparfaite et qui d'ailleurs devient de plus en plus imparfaite avec les années à cause des réformes néolibérales, et je pense que l'auteur de cette vidéo serait assez d'accord avec ce constat. Mais voilà, là, ici, le problème, c'est que, et il le dira plus tard dans sa vidéo, c'est que il est en train de se rappeler de ses souvenirs d'élèves qui sont des souvenirs avec des fois, on n'écoute pas forcément le prof parce qu'on a d'autres
On a d'autres préoccupations tout à fait légitimes à cet âge-là. On pense à ses premiers amours, on pense à, qu'est-ce qu'on va faire avec ses amis. Enfin, et donc, souvent, lorsqu'on est en train de faire du bachotage, en fait, on ne retient pas du tout les questions procédurales qui sont pourtant les plus importantes en philosophie, mais on retient que la conclusion. Et souvent, des fois, en fait, nous, en tant que professeurs de philosophie, on se retrouve, je suis désolé de le dire, à devoir donner la moyenne, mais généralement, souvent, ceux qui se contentent de citer des auteurs et la conclusion des auteurs, bah, généralement, ils vont rarement au-dessus de 10. Et il y a une critique qui est très récurrente, en tout cas en milieu universitaire, et qui, moi personnellement, j'applique en tant que prof de lycée, c'est lorsque le traitement de la question est strictement dossographique, où on se contente de dire un tel pense ça, Spinoza pense ça, Kant pense ça, enfin ce qu'est en train de présenter l'auteur de cette vidéo en fait. Et là, l'auteur de cette vidéo est en train de vous présenter l'exercice vicié de la philosophie comme étant ce qu'attend les professeurs de philosophie. Mais non, en fait, on n'attend pas ça. Je veux dire, il y a une critique très spécifique qu'on donne aux élèves qui se contentent de donner la conclusion sans comprendre d'où vient le processus. Ça s'appelle la doxographie. Approfondi, mais bref. Voilà, il y a un truc très spécifique à la culture éducation nationale française sur comment tu fais une disserte, comment tu name drop des gens pour légitimer. En fait, plus tu name drop des gens, plus tu expliques correctement les avis des auteurs considérés officiels, considérés légitimes et tout, meilleure est ta note. Plus ou moins. Hein. Je sais que peut-être il y a des gens qui m'écoutent qui sont profs philo et qui sont beaucoup plus basés que ce que je suis en train de décrire. Hein. Moi, je suis aussi en train de décrire comment c'était. Moi, j'ai passé le bac, c'était quoi, en 2013 2014, 2013, un truc comme ça. Et je suis peut-être en train de caricaturer très légèrement. Salut Pantoufle, Mulchad. Non mais c'est incroyable quand même. Ce mec est en train de dire que il est en train de faire à partir de ses souvenirs et que il est en train de caricaturer très légèrement. Enfin, ce mec a conscience que il est en train de reposer son argumentation sur des souvenirs pas super fiables, et pourtant ce mec est en train de donner son avis sur un ton péremptoire, et il est en train de dire ouais, peut-être est-ce que je caricature un peu, mais non, là t'es en train de prouver que tu que t'es pas du tout légitime à parler de sujets que tu ne connais pas en fait. Et là d'ailleurs, il est en train de dire quelque chose qui est assez faux. C'est l'idée selon laquelle il faudrait toujours systématiquement citer des auteurs pour être validé par le professeur. Non, là je vais vous donner un exemple de copie de licence 3 où je suis en train de montrer, de faire un argument où je ne cite absolument aucun philosophe. Et pourtant, c'est un des arguments qui est central dans ma copie, et j'ai eu S sur 20 en L3. Enfin, je suis désolé, mais je vais dire, là, il est en train de vous dire juste des choses qui sont fausses. Je vais vous donner la copie pour preuve à l'appui. Donc là, je suis en train de vous montrer un argument issu de ma dissertation de L3 qui portait sur le sujet y a-t-il des progrès de la raison? Là, pour l'instant, je vais faire abstraction de parties assez importantes de la méthodologie de la dissertation. Je ne vais pas parler tout de suite de l'introduction. En tout cas, je pense que j'en parlerai pas du tout dans cette vidéo.
et que je ferai une vidéo spéciale sur la méthodologie de la dissertation pour les élèves de terminale qui veulent progresser ou même les élèves d'éducation supérieure qui veulent progresser en philosophie. Donc là, ici, je suis en train de vous montrer le petit 1 de mon grand 1 de mon argumentation sur y a-t-il des progrès de la raison. Là, je me sers du sens commun pour traiter la question. D'ailleurs, donc là, je suis en train de dire, en premier lieu, nous pouvons constater que l'humanité corrige au fil du temps des erreurs d'organisation, de compréhension du monde qui l'amenaient dans le faux et à des actions superstitieuses. Grâce au progrès de la science, nous savons qu'il est en vain de prier Zeus pour éviter la foudre et que les éclairs dépendent de molécules et non de volitions d'êtres supérieurs. C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous avez la foudre, c'est un réchauffement à plus de 500 degrés, je crois, des molécules qui, dans l'image qui provoquent, en fait, la foudre. Et là, vous serez tenté de vous dire qu'il y a eu un progrès de la raison entre le moment où on était en train d'expliquer la foudre par en fait c'est Zeus qui balance la foudre sur les gens. Là vous êtes en train de dire en fait là on est plutôt tenté de dire qu'il y a eu un progrès de la raison à travers cet exemple. Et là en fait je suis juste en train de montrer en fait les intuitions premières et je ne présente pas ça autrement. Je ne suis pas en train de dire ah mais en fait non a, mais en fait là je vais vous dire quelles sont les raisons qui nous poussent d'abord à penser qu'il y a eu des progrès de la raison, et ensuite dans une partie critique je vais essayer en redéfinissant le problème de montrer que c'est peut-être pas forcément une histoire de progrès de la raison en fait. Là, je vais vous avancer plus loin dans ma dissertation avec justement la partie de l'antithèse par rapport à la thèse. Ici, j'avoue que le terme thèse, antithèse, synthèse est trompeur, puisqu'on pourrait se tenter de croire intuitivement, sans connaissance du sujet, qu'en fait on doit dire tout et le contraire de tout dans une copie de philosophie. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce que vous devez faire, c'est avoir une progression intellectuelle et un raisonnement dialectique où en fait vous redéfinissez le problème pour répondre aux questions. Donc là je vais avancer plus loin dans ma dissertation. Hop hop hop. Donc, là, vous avez, dans un premier temps, la séparation entre explication mythologique, superstition et explication scientifique, censée témoigner d'un progrès de la raison, est en réalité critiquable, puisque ce n'est pas la forme de l'explication qui est en train de différer. En fait, là, vous n'avez pas un progrès de la raison à proprement parler, puisqu'en fait, là, lorsque vous penchez sur l'explication que les Grecs étaient en train de faire sur le développement de la foudre, en fait, ils opéraient de la même manière, c'est-à-dire par le duo association et dissociation. En fait, ils pensaient que la foudre était le produit de l'association entre Héphaïstos qui construit la foudre avec son marteau et Zeus qui la balance. Donc en fait là, il y a toujours le principe d'association et de dissociation qui sont les principes qui régissent la manière de fonctionner de la raison, qui sont déjà présents, mais qui sont également présents dans les sciences lorsque vous êtes en train d'expliquer le développement de la foudre par un agencement
et un désagencement à l'intérieur des atomes. En fait, là, vous avez les mêmes la raison qui agit selon la même structure, mais là, ce n'est pas un progrès de la raison en tant que faculté, mais seulement un progrès des outils de la raison. Et là, vous voyez vraiment que l'intérêt de ce qu'on appelle très grossièrement thèse-antithèse, là en fait vous avez montré l'opinion commune et vous avez donné de manière, vous avez été assez charitable avec l'opinion commune qui est tout à fait défendable et qui nous laisse penser qu'il y a un progrès de la raison. Mais là, vous allez aller plus loin dans votre explication en redéfinissant votre problème, en montrant que là, c'est pas la raison en tant que faculté qui a progressé, parce que là, la raison, elle fonctionne toujours pareil, par association et dissociation, mais en fait, là, ce que vous avez eu, c'est seulement un progrès des outils de la raison, mais c'est pas, à proprement parler, un progrès de la raison. Donc là, vous êtes en train de faire un fil critique dans la manière dont vous faites votre explication. Donc là, ça me permet de répondre en partie à sa critique générale du thèse, antithèse, synthèse qu'il comprend assez mal, et de répondre un peu à la critique sur il faut nécessairement citer des auteurs. Non, en fait, c'est bien d'avoir des auteurs, il faut en règle générale en citer deux, et des fois, là, vous voyez, en fait, dans cette dissertation-là, je crois que je n'en cite même pas trois, je crois que j'en cite que deux. De mémoire. Je crois que j'en cite que deux, et pourtant j'ai eu 16. Donc là, vous voyez vraiment que la critique de la dissertation, comme quoi ce serait simplement faire une ribambelle, enfin montrer une ribambelle d'auteurs, en fait, vous voyez que c'est actuellement, enfin que c'est en fait quelque chose de faux, et enfin là, il est juste en train de véhiculer un cliché, et que en réalité, c'est pas comme ça qu'on corrige même une copie de philosophie. On se retrouve et on va voir la partie qui est probablement la plus goldée de la vidéo. Non mais là, on arrive à un niveau de bêtise qui est quand même assez stratosphérique. Je remets la vidéo en route. Il y a un tas de gens qui vont répondre à ce que tu dis. Donc toi, tu affirmes par exemple, en fait, la transphobie, c'est vraiment débile parce que nanana. Ok, t'expliques un point de vue sur un sujet, le tien. Et quelqu'un va te répondre, oui, mais après, aussi, on peut dire l'inverse. Oui, d'accord, ce que tu dis, mais aussi l'inverse total de ce que tu dis aussi. Ça aussi, c'est un point de vue. Mais pourquoi tu te sens obligé de dire le contraire ou d'apporter une opposition instantanément à ce que je suis en train de te dire? Genre, je te dis, ouais, c'est une bonne idée, on peut sortir du capitalisme, je sais pas quoi. Et toi, tu vas répondre, oui, mais après, les riches, ils vont... Enfin, je sais pas, il y a un truc, il y a un réflexe où tu donnes une take et les gens se sentent obligés de dire le contraire parce qu'il faut faire la structure thèse, antithèse, synthèse. Et après toi, tu es censé dire oui, absolument, le contraire absolu de ce que je viens de dire est aussi valide, absolument. Mais finalement, nous pouvons faire la synthèse de ces deux points de vue. Et là, tu arrives à un troisième propos qui est ni le premier propos ni le deuxième, un sort d'entre-deux. Et là, tout le monde est satisfait dans la soirée. Voilà, trop bien. Nous avons fait une disserte de philo. Donc là, précisément, en fait, ce qui est en train de vous proposer désolé, j'ai pas de mot, ce tocard, en fait, c'est une mauvaise dissertation de philo par excellence. En fait, lorsque vous... Enfin, je me souviens tout à fait de mon professeur de méthodologie, qui nous a fait la méthodologie de la dissertation, Baptiste Mélès, qui nous explique que justement, l'un des problèmes, c'est lorsque on peut absolument intervertir les différents moments de l'argumentation de votre thèse, antithèse, synthèse. Là, en fait, ce que ce vidéaste est en train de présenter, c'est comme quoi l'exercice de la dissertation serait juste comparer des auteurs qui auraient exactement la même valeur. Il n'y aurait pas de hiérarchie, en fait, entre les arguments que vous présentez,
Et en fait, là, il fait totalement fi de la progression dialectique qui est pourtant essentielle pour faire une bonne copie de philosophie. En fait, là, ce qu'il est en train de donner comme portrait de la dissertation, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, mais c'est thèse, antithèse, foutaise, mais ça c'est juste l'impression qu'ont les gens mal renseignés sur ce qu'est une bonne copie de philosophie. Là, il est en train de vous parler de la question du capitalisme et il dirait qu'un exercice de philosophie se contenterait de donner deux thèses contradictoires et essayer de trouver un juste milieu un peu bâtard qui essaierait de joindre les deux. Mais non, en fait, là, c'est totalement pas ce qu'il faut faire. En fait, là, je vais prendre l'exemple type de la question du capitalisme que ce jeune homme est en train de se poser. En fait, lorsque vous traitez la question du capitalisme, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous, dans une première partie, vous essayez de dire tout d'abord, nous étudierons l'hypothèse selon laquelle le dépassement du capitalisme est impossible. Dans un second temps, nous tenterons de montrer les limites théoriques de cette opinion. Et dans un troisième moment, nous essaierons de montrer qu'il y a effectivement une possibilité de dépasser le capitalisme. Vous devez vous engager sur une opinion lorsque vous êtes en train de faire une dissertation, en fait. Et là, il projette une dissertation absolument fantasmée. Et là, justement, vous pouvez, de manière très féconde, utiliser la structure de la dissertation pour répondre à sa question. Par exemple, dans un premier temps, vous utilisez Thomas Hobbes et la question de l'égoïsme humain. Vous pouvez dire que vous pouvez utiliser de l'adage commun qu'on a tendance à attribuer à Hobbes, selon lequel le loup est un loup pour l'homme, et vous donner des exemples pour illustrer ce propos, et vous parlez par exemple des comportements de prédation économique. Dans un second moment critique, vous allez vous servir de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'idée hobbesienne de l'homme égoïste n'est pas en réalité un état de nature, mais un état historiquement construit. C'est-à-dire que on prend pour un fait de nature ce qui est en fait un fait de culture. Et vous montrez par exemple que le phénomène de compétition et d'amour-propre est purement quelque chose de culturel et non pas quelque chose de fondamentalement naturel. Vous pouvez vous appuyer sur une différence entre les sociétés primitives moins entrées dans la compétition et dans la propriété avant l'apparition de la sédentarité qui a créé des structures plus compétitives et donc a participé à la construction du capitalisme. Là, vous faites votre second moment critique, et dans un troisième moment critique, vous essayez de montrer que le capitalisme peut être dépassé en utilisant Marx et disant que les hommes sont non seulement des sujets de l'histoire, mais aussi sont capables de forger les conditions matérielles qui vont faire l'histoire, en fait. Et là, vous avez tout à fait une argumentation dialectique qui répond à la question et qui répond aussi aux attentes de notre cher camarade. Donc là, en fait, le problème que j'ai avec ce jeune homme n'est pas du tout une question politique. C'est voilà, il y a un moment, je comprends que lorsqu'on est ado, moi-même quand j'étais au lycée, j'étais pas très attentif à ce qu'était la méthode de la dissertation et ma professeure
me donnait des notes tout à fait correctes de 14. Elle disait en fait ça manque au niveau de la méthode, mais t'as des bonnes idées, mais voilà, tu peux pas. Enfin, il faut que tu apprennes à structurer. Et bon, bah voilà, moi quand je suis arrivé en licence 1, j'ai arrêté de faire mon ado attardé, j'ai écouté le prof. Au fur et à mesure, bah voilà, moi j'ai grandi, je me suis coupé les cheveux, je porte plus la coupe de Justin Bieber comme l'autre gamin attardé. Voilà, il y a un moment, faut grandir. Comme dirait Hannah Arendt, l'éducation, c'est savoir apprendre qu'il y a une comment il y a quelque chose, il y a des gens qui ont posé des bases d'une culture qui nous dépasse, et il y a un moment, bah, pour s'élever, bah, faut prendre dans les briques inférieures qui sont en dessous de nous. Et voilà. Donc j'aimerais, chers auditeurs, que vous arrêtez en fait d'écouter des ados attardés qui ont juste commencé à faire leurs études et qui sont toujours en crise d'adolescence, plutôt que des gens qui sont un peu sérieux. Je vais vous donner un indice pour distinguer ces gens, c'est que généralement, ceux ont commencé à apprendre, qui sont souvent très dogmatiques parce qu'ils sont dans le stade demi-habile de l'éducation, ah bah en fait, souvent ils font des vidéos qui sont absolument pas montées. Mais souvent, lorsque vous avez des vidéos montées, bah, c'est un gage de sérieux. On va essayer de prendre des moments argumentatifs ou des travaux qu'on a produits pour pouvoir illustrer nos propos, et on essaie de s'appuyer sur quelque chose, et on n'est pas dans la discussion du café de commerce où en fait on n'est pas forcément dans la discussion du café de commerce lorsqu'on est en train de discuter tout seul, mais disons que lorsqu'on on fait vraiment un travail, bah là en fait on est obligé d'appuyer ses propos et ses intuitions sur des éléments de texte précis. Et moi je dis, méfiez-vous des intellectuels Twitch. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir travailler lorsqu'on avance une argumentation. Donc, c'était à peu près tout pour les critiques que j'avais à faire à ce jeune homme sur la méthodologie de la dissertation. Je, euh, je suis très content de vous revoir en vidéo. Euh, J'avais promis que je ferais une vidéo sur la liberté, mais j'ai plus le temps actuellement parce que bon, j'ai été engagé comme prof entre temps, et donc je me dois de faire mon travail et de défendre les professionnels de la profession. Un peu de corporatisme ne fait pas de mal. S'il y a des élèves qui voient cette vidéo, je leur passe le bonjour, je passe le bonjour à mes collègues, et je passe le bonjour évidemment à mes professeurs si par hasard ils tombent sur cette vidéo. Salut. Désolé, petit post-scriptum, j'aimerais me corriger sur un abus de langage que j'ai montré lors de la vidéo, et j'aimerais être un peu plus clair sur un passage de la vidéo. En fait, lorsque je dis que Kant a démontré que le, euh, poser la morale
de nos actions sur les conséquences de ces actions est en fait chancelant, j'utilisais le terme démontrer. Alors qu'en fait, c'est pas une démonstration en philosophie. En fait, on fait assez rarement des démonstrations au sens mathématique. Et là, ce serait plus une illustration. En fait, là, je restitue un peu le propos. Il est en train de vous dire avec cet exemple où là, il y a un jeune homme qui se cache chez vous et que vous indiquez à un endroit autre et que par accident vous êtes en train de désigner cette personne. Il est en train de montrer que, en tout cas, de montrer et non pas de démontrer que en fait les conséquences sont relativement peu stables parce qu'en en fait on ne peut pas prédire, alors que l'obéissance à la loi morale est tout à fait prédictible et il appuiera sur la base, avec un argument fondationniste tel que je vous l'ai expliqué plus tard. J'aimerais profiter de ce passage pour faire ma pub. En réalité, voilà, comme je l'ai dit, voilà, j'ai commencé le professorat il y a peu et en fait j'ai écrit mes cours sur internet et vous pouvez y avoir sur le site f.garé.xyz et vous avez accès à mes cours. J'ai pas totalement fini de les écrire, là je suis en train de traiter un passage de métaphysique de l'amour de Schopenhauer. Euh, bon, j'ai hâte de retrouver les élèves à la rentrée. Bon, je suis contractuel, donc je vais peut-être devoir attendre un petit peu avant de les voir. Mais j'aimerais voilà, remercier les élèves, mes collègues et les établissements auxquels j'ai eu là où j'ai eu le plaisir d'enseigner, avec les élèves qui ont été très sympathiques avec moi pour cette première année d'enseignement, et aussi voilà, mes collègues qui ont été absolument délicieux. Voilà. Merci aux élèves et à l'administration de Georges Delatour et de Jean-Baptiste de la Salle à Metz. Voilà, postez un commentaire, chers élèves, si vous avez apprécié la vidéo. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans vos études supérieures et bonne chance à tout le monde qui entame cette future année scolaire. Eh bien, au revoir et bonne continuation. Désolé, je fais encore un deuxième post-scriptum parce que j'aimerais poser des propositions assez concrètes pour les élèves qui aimeraient démarrer la philosophie, mais aussi j'ai pas envie de donner une mauvaise image non plus de YouTube et des contenus intellectuels intéressants que peut proposer YouTube. Je veux pas du tout poser une position anti-technologique et opposer vulgarisation et enseignement professoral. Donc j'aimerais vous conseiller quelques chaînes de philosophie qui à mon sens sont assez sérieux. Vous avez Monsieur Phi, qui est un vidéaste qui est plutôt orienté dans des questions d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie de la connaissance, et là actuellement il est plutôt en train de faire des vidéos assez recherchées sur l'IA. Donc je vous le conseille, même si je pense qu'il n'a pas du tout besoin de moi vu le succès de sa chaîne par rapport à la mienne. Sinon j'aimerais vous conseiller en vidéaste de gauche Philoxime. C'est un Belge, et oui, parce que dans la philosophie francophone, il n'y a pas que des Français. Lui, il est plutôt marqué à gauche, et ce qu'on appelle la philosophie analytique marxiste.
Donc il peut avoir des opinions qui sont souvent très argumentées. Ces vidéos sont très travaillées, et si vous avez plutôt une sensibilité politique à gauche, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et à l'inverse total vous avez un contenu qui est aussi très intéressant d'un vidéaste qui s'appelle Egonon. Enfin, en tout cas, c'est le nom de la chaîne. Je ne sais pas si c'est le nom que ce vidéaste se donne lui-même, mais qui est aussi un Belge. Les Belges sont vraiment très très doués en ce qui concerne la philosophie francophone sur YouTube, apparemment, et notamment la philosophie politique. Mais là, vous avez quelqu'un qui est plutôt situé très à droite dans le spectre politique. Mais ces vidéos sont néanmoins je sais pas pourquoi je dis néanmoins, et c'est pas votre couleur politique qui fait votre pertinence et votre sérieux philosophique. Donc là, en fait, il propose souvent des vidéos très spécifiques sur des auteurs qui sont souvent des auteurs liés à la révolution conservatrice allemande, ou à des auteurs conservateurs du 18e siècle et des contre-révolutionnaires. Mais franchement, il y a vraiment un travail de documentation, il montre des extraits qui ont appuyé ses propos, et là vous allez vraiment apprendre des choses, au même titre que vous allez apprendre beaucoup de choses chez Philoxime, qui est peut-être plus accessible que Egonon, qui je pense a aussi un style assez recherché dans la manière dont il présente ses vidéos, où il peut parfois présenter des tensions dans l'histoire de la philosophie qui peuvent être un peu difficiles pour des gens qui ne sont pas experts. Donc c'est peut-être pas celui que je conseille le plus pour commencer, mais si vous avez une sensibilité de droite et que vous voulez progresser, n'hésitez pas à regarder ce vidéaste. Voilà. Voilà. Et vous avez mon petit chouchou Noé Jacomet, qui est un vidéaste qui n'est pourtant, qui contrairement à Philoxime et Egonon n'est pas un diplômé de philosophie, mais qui pourtant est quelqu'un qui a vraiment un sérieux intellectuel et une honnêteté absolument admirable, qui propose à la fois des vidéos mêlant pop culture et philosophie, et il fait beaucoup de vidéos sur Spinoza où il va où il va analyser des textes de Spinoza, preuve à l'appui, et c'est très intéressant. Et lui aussi fait de la vulgarisation qui, là, à mon avis, va être plus accessible aux élèves avec son émission récente où il présente dans une échelle de temps très réduite des concepts philosophiques pourtant importants, mais ça reste très très bon, même si le format est réduit. Et vous avez des fois des interviews très intéressantes que ce vidéaste propose, notamment des universitaires ou des vidéastes intéressés par la philosophie. Donc c'est tout pour cette partie où je faisais l'éloge de certains philosophes qui peuvent être intéressants pour apprendre la philosophie sur internet, si vous préférez le format vidéo au format écrit, même si j'aimerais bien que vous passiez plus de temps à lire des choses, et ce serait sympa que vous lisiez mes cours, en tout cas j'apprécierais. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter ces vidéastes, ils sont très sérieux, et écoutez
essayez aussi d'écouter des opinions contradictoires et vous verrez qu'en fait, la question de la pertinence philosophique n'a rien à voir en fait avec les couleurs politiques. En fait, vous avez bon, là je vous ai surtout montré des vidéastes de gauche, mais on peut être à droite et très intéressant. Et là, tous ces vidéastes de gauche sont extrêmement intéressants. Et je trouve ça assez agaçant en fait comment le euh, euh, comment un antagonisme politique a surpassé la question de la curiosité intellectuelle. Et je pense qu'on peut essayer de discuter ensemble et même simplement de clarifier nos désaccords, quitte à pas être d'accord, mais que même au-delà des différentes opinions sur qu'est-ce que la société bonne, on a en soi une certaine appétence pour les idées et pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Voilà, je pense que Noé Jacomet est vraiment dans cette veine où il va proposer vraiment un enrichissement intellectuel de la personne. C'est quelqu'un qui aussi est très proche de mes positions eudémoniste, aristotélicienne. Voilà, donc je vous dis encore une fois au revoir et bonne journée. Désolé, j'ai dû vous dire 3 fois au revoir, mais je pensais que c'était important de ne pas rester sur une note négative sur ce que peut vous proposer le YouTube philosophique. Allez, je vous souhaite une bonne journée, encore une fois.